Le système mis en place par Joe Biden, pour moi, il constitue véritablement le venin de la politique américaine. Joe Biden a mis à l'extrême ce que beaucoup de politiciens font ailleurs. Et donc derrière Joe Biden, vous avez tout un système qui est mis en place et qui évidemment se protège. C'est ce système d'ailleurs au passage que Donald Trump voudrait abattre. Et c'est aussi pour ça que vous avez cette collusion du monde politique contre Donald Trump. Parce que Donald Trump n'est pas du sérail. Il n'a pas fait fortune grâce à la politique. Il a fait fortune ailleurs et il s'intéresse à la politique après avoir fait fortune. Et il n'a de compte à rendre à personne. Donc il menace tout le monde. Bonjour Gérald Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors vous êtes journaliste franco-américain, chercheur associé à l'Institut de prospective et sécurité en Europe, l'IPSE, et vous êtes aussi ancien rédacteur en chef du mensuel Le Spectacle du Monde. Tout à fait. Vous êtes également auteur et vous avez publié récemment le livre Cover Up, Le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confident. Un ouvrage qui fait le point sur les accusations de corruption et de trafic d'influence portées contre la famille Biden ces dernières années. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? Fondamentalement parce que c'est potentiellement le plus grand scandale politique de l'histoire américaine et que personne n'en parle. Ou du moins ceux qui devraient en parler se refusent à le faire pour des raisons politiques. Quand je dis que c'est le plus grand scandale politique de l'histoire américaine, je dis ça parce qu'il s'agit d'une affaire de trafic d'influence qui concerne la famille Biden, qui implique Joe Biden, actuel président des États-Unis, et qui avant cela a été sénateur pendant une cinquantaine d'années, a été vice-président de Barack Obama, et a clairement profité ou fait profiter ses proches et sa famille de sa fonction et de son accès politique, ce qui est totalement interdit par la loi aux États-Unis. Non seulement il a fait profiter sa famille de sa fonction, mais il l'a fait avec des entités qui sont souvent étrangères, de pays rivaux, voire hostiles aux États-Unis, dont la Chine, dont la Russie et d'autres. Et donc il a mis en place un système qui, si l'on regarde de près, peut mettre en danger la sécurité nationale du pays et peut vous inviter à vous poser des questions sur jusqu'à quel point, par exemple, le président Biden pourrait lui-même être, comme on dit, compromis de par les liens qu'il a pu tisser avec ces entités étrangères. Donc c'est un scandale qui, pour moi, est énorme. Je rappelle qu'il y a une quarantaine d'années, le président Richard Nixon a été contraint de démissionner à cause du cambriolage du Watergate. Le cambriolage du Watergate, c'était 3 agents qui avaient pénétré dans les bureaux du Parti démocrate dans l'hôtel du Washington, dans l'hôtel du Watergate à Washington pour dérober quelques documents juste avant une campagne présidentielle. Par rapport à ce dont je viens de parler, ce cambriolage, c'est peanuts, comme on dit en anglais. C'est de la blague, c'est rien du tout. Néanmoins, il y a eu toute une enquête qui a mis 2 ans à mettre en place le fait que si Richard Nixon n'avait pas ordonné le cambriolage, quand il avait été informé du fait, il avait tout fait pour le cacher, pour faire un cover-up. Et c'est à cause de cette obstruction de justice qu'il avait été contraint de démissionner. Là, on a des faits qui sont beaucoup plus graves. On a quelques journaux qui ont enquêté sur ces faits, le New York Post notamment, la chaîne Fox News et quelques chaînes conservatrices aux États-Unis et d'autres journaux dont le Wall Street Journal. Mais la grande presse, je dirais, dominante, qui est de sensibilité démocrate ou de gauche, se refuse toujours de parler de l'affaire. Et c'est pourquoi moi, à un moment, l'an passé, à l'approche de la campagne présidentielle, j'ai quand même décidé de prendre tous les éléments qui étaient connus et qui sont connus, parce que ce sont des faits qui remontent parfois à il y a une dizaine d'années et qui ont été démontrés, soutenus avec un certain nombre de documentations pour les avérer. J'ai décidé de tout mettre en place et de raconter cette histoire que je trouve quand même énorme et dont personne ne parle, d'où le titre Cover Up, qui signifie campagne de dissimulation en anglais. Alors vous évoquez effectivement dans votre livre la mise en place d'un véritable système de trafic d'influence, oui, donc orchestré par les membres de la famille Biden depuis plus de 10 ans.
assorti d'une nébuleuse particulièrement complexe, comprenant des sociétés écrans, des intermédiaires pour pouvoir brouiller les pistes. Donc un système, vous l'avez dit, qui implique des transactions avec des entités étrangères, principalement chinoises et ukrainiennes, Oui. mais également roumaines, russes ou kazakhs. Oui. Alors, en quoi peut-on parler de système mis en place par la famille Biden et quels sont les principaux éléments concrets qui permettent de démontrer l'existence d'un tel système? Alors, le système, il est mis en place par le fils cadet de Joe Biden qui s'appelle Hunter Biden. Joe Biden a eu 2 fils. Beau Biden, l'aîné, décédé en 2015, qui avait été Marine et qui était devenu le ministre de la Justice de l'État du Delaware, dont la famille est issue. Et un fils cadet, Hunter, qui n'a jamais trop su se situer dans la famille, qui a cherché à faire des affaires, qui, à une époque, au début des années 2000, avait monté une boîte de communication à Washington, justement profitant un petit peu de son nom de famille, qui était quand même déjà très très connu. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes personnels, des problèmes sentimentaux au sein de son ménage, des problèmes avec l'alcool et la drogue, et qui a toujours cherché un moyen de s'enrichir, de devenir très riche, très vite et très puissant. Il n'y est jamais arrivé. Et en 2009, son père devient vice-président, et le vice-président de Barack Obama. Et à ce moment-là, il devient, lui, le fils du vice-président des États-Unis, et il comprend que c'est une position qui peut lui ouvrir un certain nombre de portes et lui faciliter un certain nombre de contacts. Donc, il va créer différentes entreprises avec plusieurs personnes, un partenaire d'affaires qui s'appelle Devon Archer, qui était un ancien co-étudiant quand il était plus jeune, d'autres personnes, dont James Biden, qui est son oncle, le frère cadet de Joe, et il va contacter un certain nombre d'entreprises étrangères pour fonder des joint ventures et des compagnies d'investissement en leur promettant de leur ouvrir un certain nombre de portes aux États-Unis. Tout ça est strictement légal, ça peut se faire. Simplement, il faut que ce soit déclaré dans le cadre des lois du lobbying. Parce que si vous mettez en place ce type de partenariat, vous devenez le représentant aux États-Unis d'entités étrangères, ce qui est toléré, ce qui est acceptable, mais il faut que ce soit déclaré à Washington et ailleurs aux autorités, et qu'évidemment vous payez les différents impôts qui sont liés aux revenus que vous allez avoir. En vérité, il n'y aura jamais véritablement de lobbying mis en place. Ce sont beaucoup de projets d'entreprise qui parfois débouchent sur l'élaboration d'une société avec des fonds, donc de l'argent versé à Hunter Biden, mais dont les travaux sont en général très très limités. Sauf en ce qui concerne une compagnie en particulier qui s'appelle la compagnie Burisma, qui est une compagnie d'énergie ukrainienne qui va engager Hunter Biden et son partenaire Devon Archer en 2014 pour les représenter aux États-Unis. Et là, le contexte politique est très très important à comprendre. 2014, c'est l'année de la révolution Maïdan. C'est l'année où la Russie perd le contrôle du pays et les États-Unis deviennent un petit peu le bailleur de fonds et l'orchestre des événements politiques qui se déroulent sur place. C'est l'année où Poutine décide d'annexer la Crimée. C'est donc un moment politique assez tendu. Et les États-Unis, lorsqu'ils mettent le pied en Ukraine à ce moment-là, leur objectif fondamental, c'est de mettre un terme à la corruption, d'essayer de nettoyer un petit peu le pays pour en faire un candidat, je dirais, respectable auprès de l'Union européenne et auprès de l'OTAN, et donc le séparer définitivement de la sphère d'influence russe. D'accord ? C'est ce moment-là que la société Burisma choisit pour engager Hunter Biden. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes sont poursuivis par la justice ukrainienne pour différents faits de corruption. Et leur intention, c'est d'utiliser Hunter Biden pour qu'il fasse pression sur son père, pour qu'il fasse pression sur les autorités ukrainiennes en retour pour débarrasser Burisma de ces petits problèmes. Oui, parce qu'à l'époque, le président Barack Obama a confié justement le dossier ukrainien
à son vice-président Joe Biden. Exactement. Joe Biden est vice-président, il est en charge de certaines questions de politique étrangère, et c'est lui qui est ce qu'on appelle en anglais le frontman. C'est l'homme qui est sur le dossier ukrainien, et c'est lui qui est chargé des relations entre les deux pays, et il va faire un certain nombre d'allers-retours entre 2014, 2015 et début 2016, entre les États-Unis et l'Ukraine, pour justement gérer cette relation. À partir du moment où Hunter Biden a été engagé par Burisma, au passage, il est engagé pour un salaire d'1 million de dollars par an. C'est quand même pas rien. Et son partenaire également. Alors que ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, n'ont de compétences particulières dans le secteur de l'énergie à l'époque. Absolument. Il n'y connaît rien, il parle pas ukrainien, il parle pas russe, il a un diplôme d'avocat, mais pas un avocat d'affaires internationales, donc il est pas forcément, il est pas dans son élément. Par contre, il s'appelle Biden. Et on comprend très bien la raison pour laquelle la compagnie l'a engagé, lui et son partenaire. Le département d'État de l'époque, quand ils ont été informés de cela, l'ambassadeur américain à Kiev ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont dit, il y a un conflit d'intérêts, il y a un problème, il faudrait au moins en parler. Et Joe Biden, vice-président, a dit non, il n'y a pas de problème. Les affaires de mon fils sont les affaires de mon fils. Moi, je ne m'en occupe pas, ça ne me regarde pas. Donc, il n'y a aucune raison que parce que je suis président, lui ne puisse pas mener ses affaires. Donc, il présente ça un petit peu dans le sens inverse. Mais la réalité de ce qui va se passer, c'est que Hunter va se voir sollicité par Burisma pour contacter son père. Et on a deux événements qui sont extrêmement concrets et qui se déroulent à la fin de l'année 2014, où vous avez une conférence à laquelle Hunter Biden est convié. La conférence a lieu à Dubaï. Et lors de cette conférence, le patron de Burisma demande à Hunter d'appeler son père pour les informer du fait qu'il y a un juge qui leur cause des soucis et il faudrait que le père s'occupe de tout cela. Et Hunter Biden va appeler son père en direct pendant cette conférence et lui dire « Je suis avec mes partenaires et ils ont besoin de notre aide ». C'est le terme qu'il va employer. Ils ont besoin de notre aide. Notre, nous, les Biden ou les États-Unis. Et comme par hasard, 15 jours plus tard, Joe Biden, en tant que vice-président, fera un déplacement en Ukraine. Il aura avec lui un prêt ou une garantie d'1 milliard de dollars qu'il est supposé remettre à l'Ukraine à l'occasion, et il leur dira si vous ne licenciez pas ce procureur, qui s'appelle Viktor Shokin, qui est en charge du dossier Burisma, si vous ne licenciez pas ce procureur, qu'il dénonce comme étant corrompu, ce qui au passage est totalement faux, si vous ne le licenciez pas, vous n'aurez pas l'argent. Et donc, au nom de la politique américaine, il rend service à son fils parce que ce procureur est en train d'enquêter sur la compagnie qui paye son fils 1 million de dollars par an. Et dans la foulée, c'est 2 mois plus tard, le procureur en question est contraint de démissionner. Et il est remplacé par un autre procureur. Et ce nouveau procureur est supposé être incorruptible et s'occuper du dossier. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Au bout d'1 an, ça se fait pas tout à fait dans la foulée, mais au bout d'1 an, les poursuites contre Burisma sont abandonnées. Et il y aura d'ailleurs, je crois que c'est début 2016 ou début 2017, vous avez un communiqué de la compagnie qui dit, voilà, tous nos ennuis judiciaires sont résolus, nous avons été absous de tout doute de corruption, nous pouvons reprendre notre développement, etc., etc. Donc, l'investissement Hunter Biden a parfaitement fonctionné. Et là, on a un exemple très très clair où les intérêts d'une famille, Biden, sont passés avant les intérêts des États-Unis. Parce que si l'intérêt des États-Unis était de résoudre les problèmes de corruption en Ukraine, c'est pas en licenciant Viktor Shokin qu'ils allaient le faire. Ensuite, il y a une hypocrisie fondamentale. Le pays qui vient vous dire de changer de comportement parce que votre pays est gangréné par la corruption est un homme, enfin est représenté par un homme qui lui-même est gangréné par la propre corruption de sa famille. Une corruption à laquelle il participe. Parce que même si Joe Biden n'est pas directement payé par Burisma, à partir du moment où son fils l'appelle au nom de Burisma et que lui réagit pour rendre service à son fils selon les instructions qu'il a reçues, il est impliqué dans cette affaire. Et ça, c'est totalement scandaleux et c'est totalement inacceptable. Et personne, pratiquement, n'en a parlé à l'époque.
Et est-ce que, puisque vous expliquez effectivement dans votre livre que la législation américaine interdit à un politicien de profiter de sa position pour s'enrichir, mais qu'il est autorisé à faire profiter ses proches de sa position afin qu'eux-mêmes s'enrichissent à partir du moment où les proches en question ne basculent pas dans la corruption ouverte, notamment en monnayant des décisions. Est-ce que Joe Biden pouvait raisonnablement ignorer la nature des activités de son fils? Et dans quelle mesure pouvait-il soupçonner que ces activités allaient éventuellement au-delà du cadre autorisé par la loi? Toute l'attitude de la famille Biden a toujours consisté à construire des murs pour séparer les choses. Vous avez un épisode que je relate dans mon livre, où justement l'un des partenaires, un partenaire futur d'Hunter Biden, qui s'appelle Tony Bobulinski, dont on parlera peut-être plus tard, lorsqu'il est informé un petit peu de la situation, il rencontre James Biden, le frère de Joe, en lui disant « Mais vous n'êtes pas un petit peu inquiet de ce que vous faites, d'impliquer Joe dans vos affaires et que ça retombe sur lui ?» et James répond « Non, non, non. On dit en anglais plausible deniability ». Alors, je ne sais plus comment traduire ça en français, mais comment dirais-je, déni plausible. C'est-à-dire que officiellement, ce que fait Hunter et ce que je fais moi est séparé des activités de Joe. Et lui ne sait rien de nos activités. Donc ça, c'est la façade, c'est le paravent. C'est la vitrine qu'il présente aux médias. Dans la réalité, on sait très bien que les choses sont différentes. D'abord parce que la famille Biden est très soudée. Ensuite parce que Joe Biden se soucie de Hunter. Il sait très bien que son fils a des problèmes. En 2014, le fils se drogue de manière absolument folle. Il va d'ailleurs, ça va aller de pire en pire, mais sa vie est en train de partir en vrille. Les millions de dollars qu'il touche de Burisma partent en crack, cocaïne et autre chose comme ça. Et le père s'inquiète beaucoup pour son fils. Donc inévitablement, il parle. Il parle de ce qu'il fait, avec qui il le fait. On verra après qu'à certains moments, le fils va verser de manière très très indirecte certains fonds directement à son père. Fonds qui proviennent de sociétés étrangères dans le cadre des différentes sociétés qu'il a mis en place. Donc là où il y a un vrai système de trafic d'influence et je dirais une vraie intention criminelle, c'est que justement dans toutes leurs activités, les Biden se sont souciés de se protéger. C'est-à-dire de maintenir l'apparence d'une non-ingérence du père dans les affaires du fils, justement pour maintenir cette plausibilité du déni. Le problème que cela pose, c'est que quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que le mur n'en est pas un, premièrement. Et puis deuxièmement, à partir du moment où Joe Biden, dans son rôle politique et dans certains des témoignages et des audiences qu'il a dû donner, lorsqu'il nie savoir quoi que ce soit des affaires de son fils, s'il s'avère que l'on peut démontrer par la suite qu'en fait c'est faux, c'est lui qui se retrouve pris en déni de parjure. Le parjure aux États-Unis est quelque chose de fondamental et de très très grave. Je rappelle que la phrase la plus célèbre de l'histoire politique américaine, c'est une petite phrase de George Washington, premier président, modèle s'il en est de tous les autres, qui disait « Je ne sais pas mentir, je ne sais pas mentir, je ne pourrais pas mentir ». Pour moi, voilà. Donc le mensonge aux États-Unis est un viol de la confiance et du contrat social, d'une certaine façon, fondamental. Donc à partir du moment où celui qui va devenir président affirme à différents moments « je ne me suis jamais impliqué dans les affaires de mon fils » et que cela s'avère être faux, ça pose problème. Parce que ça veut dire que le président est un menteur. Alors au passage, on sait très bien que Joe Biden est un menteur. Ça fait partie de ses petits défauts. Il a une très très fâcheuse tendance à embellir l'histoire, à s'inventer des aventures qu'il n'a pas connues, à s'inventer des diplômes qu'il n'a pas eus, voire à copier les discours des autres et se les approprier. Donc de ce point de vue-là, il est loin d'être clair lui-même. Mais les faits dont je traite dans mon livre sont beaucoup beaucoup plus graves que simplement un petit mensonge. Vous rappelez aussi un fait intéressant. Vous soulignez que quand une banque américaine identifie une transaction suspecte, elle est tenue de la signaler au département du Trésor dans ce qu'on appelle un Suspicious Activity Report. Et vous dites que depuis 2009, les banques américaines ont produit plus de 170 rapports de ce genre concernant les Biden. Absolument.
Absolument, c'est vrai. Et sur ces 170 rapports, il y en a une petite vingtaine qui ont réussi à être obtenus par la commission de vérification du Congrès, la commission de la Chambre dirigée par un élu qui s'appelle James Comer, qui a été l'un des plus actifs dans l'enquête sur Hunter Biden et sur Joe Biden. Un élu républicain. Élu républicain du Kentucky. Et il a réussi à obtenir un certain nombre de ces rapports qui établissent qu'au minimum, les entités contrôlées par Hunter Biden ont reçu 20 millions de dollars entre 2010 et 2017, au moins 20 millions de dollars de la part de différents partenaires étrangers. Et à chaque fois, ce sont des versements qui soit sont des mises de fonds qui doivent servir à l'élaboration d'une société, et puis la société, elle ne voit jamais le jour. Soit ce sont des paiements rémunérés pour les services qu'il a pu faire, comme dans le cas de Burisma. Mais, si vous voulez, quand une société étrangère verse des fonds à un personnage américain, et que la provenance des fonds n'est pas claire, que les montants sont très importants, les banques sont supposées le signaler. Et donc, on a 170 rapports qui existent, qui ont été établis, mais dont le contenu détaillé n'est pas forcément encore connu, parce que c'est une enquête que les républicains ont énormément de mal à mener, dans la mesure où ils se heurtent à toute une bureaucratie qui est là pour protéger la famille Biden, le fameux État profond dont je parle dans mon livre. Il se manifeste à travers ce genre de choses. C'est là où la notion de cover-up et de campagne de dissimulation revient. Parce que si je reprends mon analogie avec le Watergate d'il y a 40 ou 50 ans, le Watergate est mené, le Watergate arrive à terme, c'est-à-dire arrive à faire tomber le président, parce que toute la presse emboîte le pas sur le Washington Post. À l'époque, c'est le Washington Post qui envoie 2 jeunes journalistes enquêter sur l'affaire. Et tout le monde va embrayer et ça va devenir le scandale que l'on sait. Là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez le New York Post qui enquête depuis un certain temps, qui dénonce ces éléments, notamment depuis l'apparition de ce fameux ordinateur, c'était en 2019, parce qu'à un moment, Hunter Biden va perdre son ordinateur. Il va se retrouver chez un réparateur, et le disque dur contenant des informations extrêmement compromettantes, celles-ci vont sortir. Mais vous allez avoir toute une campagne pour nier la réalité de cet ordinateur, orchestrée justement par les médias dominants. Donc ce qui se passe ici, c'est que les faits sont avérés, les faits sont documentés, les faits sont connus, mais lorsque une certaine presse veut les mettre en avant, elle se heurte à un mur de déni, à un mur de résistance de la part de la bureaucratie qui traîne les pieds autant qu'elle le peut. D'ailleurs, je vous rappelle que actuellement, à l'heure où nous parlons, là, une enquête a été ouverte par la Chambre des représentants en vue de la destitution de Joe Biden, de son impeachment, comme on dit. Et l'un des motifs de cette enquête, ou l'une des raisons de cette enquête, ce sont justement les différentes manœuvres d'obstruction de justice qu'il a pu orchestrer lui-même, ou que certains de ses adjoints au sein du FBI, au sein du département de la justice, au sein du département du Trésor et au sein d'autres administrations ont pu mettre en place pour empêcher l'enquête d'avancer. Ça fait partie des éléments qui sont retenus contre lui. Donc, les rapports de banque dont vous parlez, si demain il venait à faire surface, il viendrait confirmer ce que l'on sait déjà. Néanmoins, les républicains estiment qu'ils n'ont pas besoin de tous les récupérer, parce qu'avec ceux qu'ils ont réussi à obtenir, ils ont déjà suffisamment d'éléments concrets pour convaincre le président de corruption et imposer les sanctions que cela demande. Alors, vous revenez aussi sur les affaires de Hunter Biden en Chine à partir de 2010. Donc là aussi, à un moment où son père était vice-président et a fait de nombreux voyages en Asie. Vous évoquez notamment la création d'une joint venture qui a été valorisée 1,5 milliard de dollars quelques jours après une visite officielle de Joe Biden en Chine en décembre 2013. Oui. Puis aussi d'autres transactions, dont certaines relatives à des compagnies chinoises qui seront par la suite accusées de voler des secrets industriels américains. Oui, alors ça c'est très très intéressant et malheureusement pour le but du livre, j'ai pas pu faire une enquête qui aille jusqu'au fond des choses.
Mais là, il y a vraiment un sujet d'enquête. Vous avez deux gros partenaires chinois pour Hunter Biden. Vous avez d'abord une société d'investissement qui s'appelle Bohai. C'est celle qui va lui verser 1,5 milliard. Enfin, qui va pas lui verser 1,5 milliard, mais qui va ouvrir un fonds d'investissement valorisé A, dans lequel il aura, lui, une part et dont il gardera des parts pendant plus d'une dizaine d'années. Et cette joint venture, elle a mis plusieurs mois à voir le jour. Elle a été financée par un industriel chinois qui, comme par hasard, depuis a été disparu. Il a disparu de la circulation quelque part autour de 2015, sans qu'on ait jamais entendu parler de lui depuis. On ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Mais ce fonds avait engagé Hunter Biden pour faciliter des opérations d'investissement aux États-Unis, des achats de terres et des achats d'entreprises. Et puis la deuxième grosse entreprise avec laquelle Hunter va être lié, elle s'appelle CEFC. C'est une compagnie d'énergie, c'est une compagnie pétrole, gaz naturel, charbon, et leur objectif, eux, était de mettre la main sur des entreprises d'énergie américaines, notamment des producteurs de gaz naturel, notamment l'exploitation de différents gisements du côté de la Louisiane. Il y a du pétrole dans le golfe du Mexique, je le rappelle, du côté de la Louisiane et ailleurs. L'énergie, c'est quand même un intérêt stratégique des États-Unis. Et là, il y a eu des études de fait d'Hunter Biden au service de cette société pour faciliter son implantation aux États-Unis dans un secteur qui est extrêmement important. Et les liens entre cette société et Hunter Biden vont être extrêmement étroits. Et là, on est plutôt en 2016 et 2017. Et ils vont s'effondrer du jour au lendemain, pratiquement, en l'espace de quelques mois, fin 2017, début 2018, parce que le propriétaire de cette société, en tout cas l'actionnaire principal chinois, va lui aussi disparaître du jour au lendemain. Il y a d'abord quelques-uns de ces lieutenants qui auront des difficultés aux États-Unis, parce que la compagnie ne travaillait pas qu'avec des intérêts américains, elle travaillait avec d'autres pays, et ils vont se retrouver poursuivis pour leurs activités, notamment en Afrique. Et dans la suite des choses, le personnage chinois en question qui voulait s'installer aux États-Unis, qui avait déjà acheté un appartement à New York, un penthouse à 25 millions de dollars ou quelque chose comme ça, et qui travaillait très très étroitement avec Hunter Biden, et Hunter Biden était son principal partenaire aux États-Unis, ben ce personnage va rentrer en Chine et tout simplement disparaître également. Et donc là, les liens vont s'arrêter. Et cette compagnie CEFC, elle fait partie du complexe militaro-industriel chinois, du complexe de défense. Et on sait très bien que ce complexe en Chine, il est contrôlé par les gouvernements et que tous les dirigeants de ces sociétés rendent des comptes au Politburo qui est au-dessus d'eux. Donc là, on a une implication aux conséquences ou je dirais, aux relations stratégiques extrêmement graves et problématiques. Et est-ce que justement les affaires menées par Hunter Biden à cette période ont pu avoir des conséquences sur la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de la Chine? Ben, c'est une question que beaucoup se posent. Parce que Joe Biden fait partie de ces hommes politiques américains qui a toujours eu une volonté de conciliation avec la Chine et jamais une volonté de confrontation. Quand aux États-Unis, vous avez deux écoles. Et de plus en plus, je dirais qu'il n'y en a qu'une seule. C'est-à-dire, vous avez l'école de la Chine n'est pas un rival, c'est un partenaire. Aider la Chine à se développer, c'est dans l'intérêt des États-Unis parce qu'ils finiront par nous acheter nos propres produits. Voilà. Et vous avez une autre école qui dit la Chine est un pays hostile, c'est notre rival principal pour le 21e siècle, c'est celui qui a fait vœu de nous dépasser, d'être plus riche que nous. Ils sont extrêmement puissants de par leur population, et si nous aidons ce pays, eh bien nous affaiblissons nous-mêmes. Et cette deuxième vue est celle qui aujourd'hui prend le dessus, parce qu'on constate que loin de ce que ce soit les États-Unis qui vendent des produits à la Chine, c'est la Chine qui vend ses produits aux États-Unis. Le déficit commercial entre la Chine et les États-Unis, il est de 500 milliards tous les ans. C'est d'ailleurs l'une des pierres d'achoppement de Donald Trump dans sa politique de rétablir un minimum d'équilibre dans cette relation.
On sait très bien que les Chinois aux États-Unis pratiquent l'espionnage industriel, le détournement des licences, et ils forcent un certain nombre de sociétés à justement fonder des joint ventures pour pouvoir acquérir leur technologie et ensuite l'utiliser pour eux-mêmes et par eux-mêmes sans lien avec ces sociétés. On sait très bien que la Chine aujourd'hui aux États-Unis cherche à mettre en avant son soft power, comme on dit. Vous avez ces fameux instituts Confucius. Sur un certain nombre de campus américains, ces instituts sont mis en place pour favoriser la coopération entre les États-Unis et la Chine, donner une meilleure image de la Chine et créer des liens dont on ne connaît jamais clairement, je dirais, la finalité. Il existe dans un certain nombre de villes américaines aujourd'hui, vous savez qu'il y a des Chinatown, hein, les Chinois font à l'étranger un petit peu, recréent un petit peu un microcosme, et on s'est aperçu que parfois ces îlots étaient hors l'égalité américaine. Ils ont leurs propres tribunaux, ils ont leur propre commissariat de police, ils gèrent eux-mêmes leurs lois, tout ça à l'intérieur du territoire américain, alors qu'a priori il s'agit de citoyens américains. On constate aujourd'hui, dans le cadre de la crise migratoire, c'est l'un des problèmes de l'administration Biden, où depuis 2021, ils ont considérablement assoupli les règles pour venir s'installer aux États-Unis ou demander l'asile politique. On constate que depuis 2021, et que cette politique a été mise en place, vous avez plusieurs dizaines de milliers d'immigrants chinois qui sont venus s'installer aux États-Unis, des gens de Chine. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Pourquoi? Quel est leur objectif? On ne le sait pas. Il peut s'agir de kidam très simples qui veulent leur rêve américain comme d'autres. Ou bien il peut s'agir d'une petite armée mise en place par la Chine, profitant d'une faille béante dans le système de protection des frontières américaines, parce que ces immigrants chinois, ce sont tous des hommes, ils ont tous entre 20 et 35 ans, et a priori, ils n'ont pas le profil du candidat typique à l'immigration. Donc il y a une véritable rivalité entre les États-Unis et la Chine, et vous avez une école de pensée qui voudrait que les États-Unis soient beaucoup plus fermes et beaucoup plus protecteurs de leur savoir, de leur territoire, de leur technologie vis-à-vis de la Chine. Et l'homme politique qui, lui, a toujours agi contre, c'est Joe Biden. Et Joe Biden a levé un certain nombre de sanctions que Trump avait mis en place contre la Chine sans que l'on sache vraiment pourquoi. Ni qu'il y ait de justification pour cela. Donc, ce n'est pas un aspect que j'ai pu explorer dans mon livre, et je pense qu'il faut des équipes d'investigation beaucoup plus poussées que simplement ce que peut faire un homme seul à Paris, mais c'est une vraie question que certains se posent, parce que, encore une fois, vous avez des indices qui invitent à se poser des questions sur les positions de Biden vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que du fait des affaires de son fils, Joe Biden pourrait aussi, ou la Chine communiste pourrait avoir potentiellement des leviers d'influence aujourd'hui pour pouvoir influer sur des décisions. C'est la question, j'évoquais cela tout à l'heure, est-ce que Joe Biden est compromis? Et jusqu'à quel point? Question qui peut se poser aussi d'ailleurs par rapport à l'Ukraine, puisque Hunter Biden a fait des affaires là-bas. Absolument, mais on va dire que là, l'intérêt géostratégique de l'Ukraine pour les États-Unis se justifie au-delà des intérêts de la famille Biden, hein, pour tout un tas de raisons. Mais le comportement de la famille Biden vis-à-vis de la Chine, lui interroge, parce que le comportement de Joe Biden n'entre pas, je dirais, dans la logique géopolitique de la plupart des hommes politiques américains aujourd'hui. Et c'est là où on peut justement poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il est si conciliant avec la Chine? Il est conciliant dans ses déclarations, il est conciliant dans sa politique, et on remarque que depuis qu'il est devenu président, vous avez une affirmation de la Chine sur la scène internationale, et même vis-à-vis des États-Unis, à laquelle on n'a pas forcément assisté avant. Il y a eu plusieurs rencontres qui ont été relativement houleuses, où les diplomates chinois, en termes très très peu diplomatiques, ont dit à leurs partenaires ou leurs homologues américains, vous n'avez pas de leçon de morale à vous donner, on voit comment vous gérez votre pays, etc., etc. Ce ne sont pas forcément des relations typiques entre diplomates américains et diplomates chinois. Les diplomates chinois
jusqu'à récemment, étaient beaucoup plus conciliants et ils savaient garder le sourire et surtout, je dirais, ne jamais confronter leurs homologues. Et c'est un petit peu une attitude différente à laquelle on assiste aujourd'hui. Est-ce qu'il existe aussi des éléments qui peuvent laisser penser que Joe Biden a lui-même tiré un profit financier des activités de son fils? Alors, ces éléments-là, ce ne sont pas des sommes qui vont paraître extravagantes. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas qu'elles soient forcément extravagantes, mais c'est qu'elles existent, parce que c'est le principe qui pose problème. Et donc, dans toutes les difficultés que les républicains ont eu à établir cette chaîne de transmission, parce qu'encore une fois, hein, l'objectif des Biden est de créer des murs. Hein, donc, ils vont créer des sociétés écrans qui font que le versement, il est jamais d'une société chinoise au compte en banque de Monsieur Joe Biden. Ça, ce serait trop facile. Non, vous avez des circuits qui font que l'argent va passer par 1, 2, 3, 4, 5 étapes entre le pourvoyeur de départ et le destinataire final. Et vous avez au moins un versement de 40 000 $ au bénéfice de Joe Biden qui a été identifié et dont les républicains ont pu établir avec, je dirais, une certaine véracité qu'il correspond à 10% d'un versement de 400 000 $ fait par une société chinoise, filiale du CEFC dont je parlais tout à l'heure, à une société d'Hunter Biden. C'est-à-dire que il y a d'abord eu ce versement de 400 000 $ sur une société contrôlée par Hunter Biden et quelques partenaires. Puis, à partir de cette société, vous avez 150 000 $ qui sont versés sur une autre société. Ces 150 000 $, ils sont retirés par James Biden, le frère de Joe Biden, et ils sont versés sur le compte de son épouse, pas en entier, mais à hauteur de 50 000 $. Et quelque temps après, son épouse signe un chèque de 40 000 $ en faveur de Joe Biden. Et quand on regarde ce chèque et son montant, 40 000 $, le versement initial qui est de 400 000 $, ben on s'aperçoit que ça représente 10% de la somme. Or, on sait, de par le témoignage et un certain nombre d'emails qui ont été retrouvés depuis, que dans beaucoup des partenariats mis en place par Hunter Biden, le système de répartition des fonds voulait qu'une part de 10% soit mise de côté pour celui qu'ils appelaient le grand patron, the big guy en anglais. Et the big guy, son identité n'a jamais été révélée officiellement. Personne n'a jamais dit « Ah, the big guy, c'est Joe Biden ». Personne n'a jamais dit comme ça. Néanmoins, dans les conversations, il est très très clair de qui il s'agit. Parce que quand Hunter Biden, le fils de Joe Biden, fait référence au grand patron, il l'appelle « mon président ». Il l'appelle pas papa, mais presque. Et donc, l'identité, elle est très très claire. Et là, on a cet exemple où, eh bien, le grand patron, Joe Biden, reçoit 10%, ou l'équivalent de 10% d'un versement d'une société chinoise à une société contrôlée par son fils. Et donc, il participe clairement à cette chaîne du financement et il en a bénéficié à cette occasion. À d'autres moments, on sait que Hunter Biden payait un certain nombre des factures de son père Joe. Ça prédate ses investissements du temps où son père était vice-président. C'est un système un petit peu que les Biden avaient mis en place. Hein. Les Biden, c'est une famille qui se veut une grande famille américaine, qui avait énormément d'ambition, qui a connu des tragédies personnelles au tout début. Hein. La femme de Joe Biden, sa première épouse, est décédée alors que ses enfants étaient très très jeunes. Il s'est remarié plus tard et il a élevé ses deux fils tout seul. Mais dans la famille, si vous voulez, Joe Biden était le sénateur, l'homme politique, hein, le patriarche. Beau, l'aîné, allait lui le suivre justement sur la route de la politique et se destinait à être candidat à la présidence des États-Unis si il n'avait pas eu un cancer qui a écourté sa vie malheureusement. Et Hunter Biden, c'était celui qui devait faire des affaires. Et avec ses affaires, il rend tout le monde beaucoup plus riche et tout le monde est content. Parce que Hunter fait des affaires profitant également de la position du père.
Et quand on regarde l'historique un petit peu de Hunter Biden, on s'aperçoit que partout, dès sa plus tendre jeunesse, on va dire, dès ses études, il a bénéficié de la position de papa. Il a bénéficié de la position de papa pour être accepté à Yale, alors qu'il n'avait pas le niveau pour y rentrer. Il a bénéficié de la position de papa pour ce premier job auprès d'une banque. Et d'ailleurs, Joe Biden a remercié cette banque indirectement en étant le promoteur d'une loi qui facilitait grandement les affaires de cette banque. Et tout le monde en a beaucoup souri à l'époque aux États-Unis parce que personne n'était dupe de la finalité de la loi. Donc il y a un système qui prédate, qui a toujours été mis en place. Simplement, il s'est étendu considérablement à partir du moment où Joe Biden est devenu vice-président. Et sans avoir véritablement les éléments pour, je dirais, le démontrer, mais dans mon esprit et dans mon livre, ce qui, à mon avis, se passe à ce moment-là, c'est que en 2009, quand Joe Biden devient le vice-président de Barack Obama, il a déjà presque 70 ans, d'accord, presque 70 ans. Il a tenté 2 fois de devenir président, il a échoué. Il est devenu vice-président, mais c'est pas si mal pour une fin de carrière. Et je crois qu'il y a le sentiment au sein des membres de la famille Biden que c'est leur out d'honneur. Là, il a 4 ans ou 8 ans, et puis après, c'est fini. Et il ne se destine pas, ou peu, à être le candidat démocrate à la présidence en 2016. Parce qu'il sait qu'il y a Hillary qui attend en coulisses, et elle l'a déjà battu à plat de couture en 2008. Donc il sait que 2016, ce sera pas son tour. Et 2020, il sera trop vieux. Donc, la famille Biden se dit, les années de la vice-présidence, il faut en profiter. C'est aussi le moment où Hunter Biden connaît de gros problèmes personnels, où il a énormément besoin d'argent, où il dépense sans compter. Il dépense parfois, je dirais, à raison. Hein, il paye l'éducation supérieure de ses filles. Il a 3 filles qui sont en âge d'aller à l'université. Ça coûte très très cher de payer des universités prestigieuses aux États-Unis. Donc Hunter Biden a un besoin d'argent pressant. Il est continuellement à courir après l'argent. Et donc, il est prêt à mettre des affaires à partir du moment où l'argent tombe dans son escarcelle. C'est tout ce qu'il veut. Et en plus de cela, il se drogue, ce qui coûte très très cher. Hunter Biden, dans les années 2010 à 2017, il a un train de vie de 10 à 20 000 $ par jour. Bon, à ce rythme-là, il faut 40 jours pour dépenser $1 million. Donc, il a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent, tout le temps. Et c'est pour ça qu'il va profiter de la position de son père au maximum. Bien au-delà de ce qui serait prudent de faire. Et le père, par faiblesse, par amour, va laisser faire. Et va s'impliquer aussi peu que possible, mais tout en ayant parfaitement conscience de ce que fait le fils. C'est là où ça va poser problème. Et puis ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'en 2016, Hillary Clinton est battue. Ça, c'est, je dirais, le grain de sable. C'était pas supposé se passer. Parce que Hillary Clinton battue en 2016, ça remet Joe Biden en selle pour 2020. Ça pourrait aussi ouvrir la porte à un certain nombre d'autres candidats démocrates. Mais très très peu veulent se frotter à Donald Trump, parce que c'est quand même un sacré puncher en politique et il a tendance à détruire tous ceux qui s'opposent à lui. Les républicains sont bien placés pour le savoir. Et donc, à partir du moment où Trump devient président, il y a une nouvelle légitimité à ce que Biden devienne le nouveau chef de file du Parti démocrate et leur candidat à la présidence en 2020. Mais il y a une condition, c'est que Hunter Biden soit mis sous le boisseau, il soit mis sous contrôle. En 2019, lorsqu'il y a des discussions au sein des instances dirigeantes du Parti démocrate en vue d'une possible candidature de Joe Biden à la présidentielle de 2020, ce que les cadres du parti font comprendre à Joe, ils disent « Joe, le problème, c'est pas toi. Si tu veux être candidat, il faut que ton fils soit sous contrôle. » Pratiquement en ces termes-là. Et c'est donc à ce moment-là où bien le père va tout faire. 1, pour mettre le fils sous contrôle, c'est ce qui va se passer. Et puis 2, essayer d'étouffer tout ce qui pourra toucher aux activités passées et récentes du fils dans lesquelles il a pu être impliqué. Et c'est là où il va bénéficier du soutien de l'État profond, de son propre camp, mais également de la bureaucratie et des médias qui vont jouer, chacun va jouer sa partition avec un même objectif. Hein. L'objectif, c'est devenu battre Trump, parce qu'il considère que Trump est dangereux pour l'Amérique, mais il est surtout dangereux pour leur système.
Et donc, au nom de faire tomber Trump, eh bien, tout le monde va protéger Joe. Et protéger Joe, ça veut dire ne rien dire de toutes les affaires de son fils dans lesquelles il pourrait être impliqué, ce qui pourrait avoir des conséquences politiques pour lui. Oui, vous revenez d'ailleurs notamment sur le rôle joué par le FBI dans cette campagne de dissimulation à l'époque. Oui. Notamment dans le cadre de l'affaire du portable, de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Alors, absolument. En quoi le FBI a-t-il tenté d'étouffer les révélations liées à cet ordinateur? Alors, ça c'est, je dirais, l'un des éléments capitaux du dossier. L'ordinateur, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, donc vous avez cet épisode bizarre qui se déroule au mois d'avril 2019, juste avant que Joe Biden ne déclare sa candidature à la présidentielle. Quelques semaines avant, Hunter Biden est dans le Delaware, donc l'état de résidence de la famille Biden, juste à côté de Washington, et il dépose son ordinateur chez un réparateur Apple, c'est un Mac, parce qu'il y a un problème avec le disque dur. Voilà. C'est banal. Et il demande au réparateur de récupérer le contenu du disque dur. Et le réparateur lui dit, bah oui, mais donnez-moi un autre disque dur sur lequel le transférer, je pourrais sans doute vous le sortir, et le temps que toutes les données passent de l'un à l'autre, ça prendra 2 à 3 jours, vous pourrez récupérer votre ordinateur, voilà, très rapidement. Le réparateur fait la réparation, Hunter Biden ne revient jamais récupérer son ordinateur. Il l'oublie. Et il l'oublie parce qu'il est dans un moment extrêmement trouble de sa vie, il consomme de la drogue, etc., de l'alcool, enfin, il a tout un tas de problèmes. Il l'oublie. Or, de par les règles et le contrat qu'il a signé lorsqu'il a déposé cet ordinateur, tout objet non récupéré au bout de 90 jours devient la propriété du magasin. Donc, le réparateur en question, il a fait la réparation, et en faisant la réparation, inévitablement, il a ouvert le disque dur de l'ordinateur endommagé, et il a commencé le transfert, et il a vu défiler, à vitesse grand V, mais il a quand même vu défiler un certain nombre de choses qui l'ont interpellé. Parce que sur cet ordinateur, il y a le pire et le meilleur. Hunter Biden avait un certain nombre comment dirais-je, de vices, on va appeler ça des vices, notamment des vices sexuels. Il consommait beaucoup de prostituées et il aimait mettre ça sur vidéo. Et donc, sur l'ordinateur, vous avez des vidéos qui sont plus ou moins salaces. Il y a des photos de famille parfaitement banales. Et puis, vous avez un certain nombre d'emails, parce que tout son courrier est là. Et dans ces emails, eh bien, vous avez des liens avec l'Ukraine, avec la Chine, avec un certain nombre d'hommes politiques, avec son père, etc., etc. Et donc, le réparateur qui voit tout ça, il se dit, bon, ben, c'est le fils du vice-président, donc c'est pas étonnant. Mais on est en 2019. Et en 2019, l'affaire ukrainienne est en train de connaître un rebondissement. Parce que Zelensky est élu président, vous avez ce fameux coup de fil entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Donald Trump connaît très bien les activités de la famille Biden en Ukraine. Elles sont documentées. Et il sait très bien que Biden sera peut-être son adversaire principal en 2020. Donc il évoque le fait que la justice ukrainienne devrait s'intéresser à cela. Cette conversation va être utilisée par les démocrates comme motif pour le premier empêchement, la première tentative de destitution contre Donald Trump. Et tout ça, ça s'emballe à partir de l'été 2019. À l'été 2019, notre réparateur de l'ordinateur, il comprend qu'il a dans un de ses placards des informations essentielles vis-à-vis de ce dossier et qu'il serait peut-être l'intérêt de la justice qu'elle soit connue. Donc il décide de remettre l'ordinateur au FBI, persuadé que dès que le FBI aura l'ordinateur, ils communiqueront à tout le monde son contenu et tout le monde pourra voir que les activités du fils Biden en Ukraine sont totalement corrompues, etc., etc., etc. C'est pas du tout ce qui se passe. L'ordinateur est remis au FBI au mois de décembre 2019. Vous avez le premier procès en destitution de Donald Trump en janvier 2020. Et notre réparateur qui observe tout cela de très loin s'aperçoit que les informations contenues
dans l'ordinateur qu'il a remis au FBI ne sont absolument pas mis en avant. Personne, ou presque, ne parle de l'ordinateur. Alors lui, il a quand même fait une copie. Il n'est pas totalement idiot. Il se fait un petit peu de soucis pour sa propre sécurité, parce qu'il se dit qu'après tout, il s'attaque à l'une des familles les plus puissantes des États-Unis, et Dieu sait ce qui peut se passer en politique, d'accord? Donc il a quand même fait une copie de ce disque dur, et avec le temps, il va finir par remettre cette copie à Rudolph Giuliani, qui est l'un des principaux avocats de Donald Trump. Et c'est Giuliani qui va remettre cette copie au New York Post, qu'il l'utilisera pour diffuser un certain nombre d'informations compromettantes sur les activités de la famille Biden, notamment leurs activités en Ukraine. Et il y aura un article qui paraîtra à la mi-octobre 2020, quelques semaines avant l'élection présidentielle, dénonçant ces activités. Cet article n'aura pas du tout l'impact souhaité, c'est-à-dire que tout le monde pensait qu'il allait inverser la tendance et qu'il allait condamner Biden à l'échec, et c'est pas ce qui va se passer. Pourquoi c'est pas ce qui va se passer? Parce que quand cet article va paraître, il va être dénoncé par l'ensemble des médias comme une tentative de désinformation. Une campagne de désinformation orchestrée par la Russie pour faire élire Donald Trump et pour faire chuter Joe Biden. Et tout le monde, toute la presse dominante, tous les grands médias, toutes les chaînes de télévision vont accepter cette interprétation. Les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, vont tous accepter cette interprétation et même aller au-delà. C'est le fameux épisode où on verra Twitter fermer un certain nombre de comptes, éliminer les comptes, bloquer les comptes de toutes les personnes qui essaieront de faire diffuser les articles du New York Post et qui iront dans le sens où la famille Biden est corrompue. Et ils feront ça de leur propre gré, mais je dirais parce qu'ils ont été conditionnés à le faire par le FBI. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mois de janvier 2020, quand le FBI a eu en sa possession cet ordinateur, et on suppose qu'ils ont quand même regardé ce qu'il y avait dedans, ils ont compris l'impact que les révélations de ce contenu pourraient avoir sur la campagne, et ils ont décidé que ils allaient garder tout ce contenu secret, justement pour ne pas interférer dans la campagne. Mais c'est une forme d'ingérence par défaut. En gardant le contenu secret, ils privent les Américains d'un certain nombre d'informations et, bien entendu, ils ont un impact sur la campagne. Donc il y a ingérence par omission volontaire du FBI dans la campagne présidentielle. Mais non seulement ils décident de ne rien laisser circuler des informations qu'ils ont, mais ils prennent contact avec les médias, avec certains journalistes et avec les grands dirigeants des sociétés qui contrôlent les réseaux sociaux, dont Google, dont Twitter, et ils leur disent « Attention, nous sommes en année électorale, vous avez des intérêts russes qui voudraient faire élire Trump et faire tomber Biden, nous craignons des campagnes de désinformation, nous voulons vous mettre en garde contre ce type de messages afin que vous puissiez les flaguer et empêcher justement la diffusion de ces fausses informations. Et l'un des canaux par lesquels ces fausses informations pourraient circuler concernerait la supposée existence d'un ordinateur ayant appartenu à Hunter Biden et contenant des informations compromettantes. Sachez que si cette information venait apparaître, il s'agirait d'une campagne de désinformation russe. Tout cela est totalement faux. Et le FBI le sait, parce qu'ils ont l'ordinateur dans leur placard. C'est eux qui l'ont et qui ont pu le regarder. Donc là, on a une ingérence sans précédent du FBI, qui est quand même le bras armé de la justice américaine, qui a priori se veut être indépendante de tout système politique. Les agents du FBI doivent agir de manière totalement apolitique, ne jamais profiter de leur position pour bénéficier à leur de leur position idéologique. C'est pas du tout ce qui va se passer. Là, on a une ingérence sans précédent. C'est un cas, jamais rencontré jusqu'à présent, où la première agence de la justice du pays prend position pour un candidat contre
l'autre candidat. Et donc pour une partie de l'Amérique contre tous les autres. Et non seulement le FBI va agir ainsi, mais ils vont, je dirais, recevoir l'assentiment et le renfort d'agents du renseignement. Parce que, pour terminer avec cette petite histoire, lorsque, à la mi-octobre 2020, donc c'est le 14 octobre, je crois, de mémoire, le New York Post publie ce fameux scoop dans lequel ils identifient un email d'un des dirigeants du Burisma remerciant Hunter de lui avoir présenté son père, Joe Biden, la veille, et on est en 2014, quand Joe Biden est vice-président, alors que Joe Biden a toujours affirmé ne jamais avoir rien fait ou ne rien su des activités de son fils. Là, on a la preuve par email qu'il a rencontré les patrons de son propre fils, donc il a menti. Et s'il a menti là-dessus, il a pu mentir sur beaucoup d'autres choses également. Donc c'est un vrai scoop. Et il est documenté, il est avéré. C'est pas du tout une histoire qui peut être inventée. Néanmoins, comme les médias se refusent de répercuter l'affaire, eh bien, la véracité du scoop du New York Post est mise en doute. Le New York Post est mis sous le boisseau parce qu'ils n'ont plus accès aux réseaux sociaux. Et quelques jours plus tard, voici qu'apparaît une lettre. Une lettre signée par 51 agents du renseignement qui se veulent démocrates et républicains, il y a des gens des deux camps, toujours en fonction ou bien retraités, avec à leur tête des gens comme John Brennan, ancien directeur de la CIA et démocrate convaincu et anti-Trump convaincu. Et cette lettre dit en quelque sorte que le contenu de l'article du New York Post et les révélations concernant ce fameux ordinateur ont toutes les caractéristiques d'une campagne de désinformation russe. C'est une lettre qui est très très bien rédigée. Elle est rédigée par des avocats qui savent très bien ce qu'ils disent. Ils ne disent pas « c'est de la désinformation russe ». Ils disent « notre expérience nous invite à penser et nous constatons que cette lettre, enfin cette campagne a toutes les caractéristiques d'une campagne de désinformation russe ». Cette lettre-là, elle va être utilisée par Joe Biden lui-même quelques jours plus tard, lors du deuxième débat présidentiel contre Donald Trump, parce que Donald Trump va mettre en avant toutes les révélations du New York Post, et Joe Biden va dire « c'est faux, toutes là ce sont des inventions, mon fils n'a jamais gagné d'argent en Chine, tout ce que raconte Trump est faux et est dénoncé comme faux, et d'ailleurs, 50 agents du renseignement viennent d'affirmer que c'était une campagne de désinformation russe. » Donc il utilise cette lettre pour se justifier lui-même, alors qu'en fait, c'est la lettre qui est un faux. Ce sont les agents du renseignement qui font de la désinformation en dénonçant comme faux ce qui est parfaitement vrai. Parce que l'ordinateur est vrai, il existe, et son contenu depuis a été avéré. Et ça, les 51 agents du renseignement en question le savent au moment où ils écrivent cette lettre? Ah bien sûr, ils sont pas agents du renseignement pour rien. Simplement, ils sont aussi agents politiques. Et là, ils agissent de manière politique. Et la lettre, on l'a appris depuis, elle a été, je dirais, suscitée par un certain nombre d'intervenants au sein de la campagne Biden. C'est-à-dire que pour préparer le fameux débat contre Trump et avoir un élément à présenter contre les affirmations du New York Post, ils ont dit il faudrait qu'on ait quelques munitions pour répondre. Et donc, à travers des discussions d'ailleurs à laquelle participe Anthony Blinken, qui sera plus tard le secrétaire d'État de Joe Biden, qui l'est toujours d'ailleurs, un certain nombre d'intervenants vont concevoir cette idée. Il faudrait que des gens extérieurs à la campagne publient un document affirmant que les informations du New York Post sont de la désinformation. Ça pourrait nous aider. Et donc, ils le font. C'est une manœuvre purement politique. Simplement, elle prend le couvert d'une démarche officielle d'un certain nombre d'agents du gouvernement qui affirment agir dans l'intérêt des États-Unis, dans l'intérêt de la sécurité nationale, etc., 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 qui se couvrent, mais qui en fait font de l'ingérence électorale et qui nient la réalité. Et aujourd'hui, on le sait, en 2020, tout le monde ne l'a pas su, et il y a un certain nombre de gens qui peut-être, de bonne foi, ont accepté la version des agents du renseignement et ont accepté, je dirais que Twitter censure de son propre gré un certain nombre de comptes parce que il fallait pas jouer le jeu de la Russie.
Ensuite, les mois ont passé et une fois Joe Biden confortablement installé à la Maison-Blanche, on a appris que tout ça, c'était faux. Qu'en vérité, la désinformation, elle venait de ceux qui la dénonçaient, supposément. Et c'est là où il y a une ingérence, pour moi, sans précédent. Et j'en reviens encore à la toute première chose que je vous ai dit. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour dénoncer un scandale qui, pour moi, est le plus gros scandale politique de l'histoire des États-Unis. Il y a pas plus gros que ça. Jamais on n'a pu assister de la part de l'État profond, de la bureaucratie, à un détournement électoral aussi flagrant que ce qui s'est produit en 2020. Et est-ce que les soupçons de corruption liés aux activités des Biden auraient pu faire basculer éventuellement l'élection présidentielle de 2020 s'ils avaient été connus du grand public au moment du scrutin? Alors, c'est ce que beaucoup ont affirmé après. Il y a eu un fameux sondage qui est sorti. Alors, c'était bien après l'élection. Une fois justement que ait été établi le fait que l'ordinateur était réel, que le contenu des informations qu'il avait correspondait à des faits avérés. Je ne sais plus quel institut de sondage, mais un institut a publié une enquête indiquant que 17% des électeurs américains auraient voté différemment si ils avaient su, en novembre 2020, le jour du scrutin, ce qu'ils avaient appris depuis. Il y a eu près de 150 millions d'électeurs américains qui ont participé à cette élection. C'est l'élection qui a réuni le plus grand nombre d'électeurs pour tout un tas de raisons. 81 millions de voix pour Biden, 74 millions de voix pour Donald Trump. Donc ça fait 155 millions d'électeurs. 17% de 155 millions d'électeurs, c'est presque 25 millions de suffrages. Or, la marge des suffrages populaires, elle n'était que de 7 millions en faveur de Joe Biden. Et je rappelle que dans le contexte américain, c'est pas le vote populaire qui compte, c'est le vote à l'intérieur de chaque État. Le fameux État clé faisant la différence. Et là, quand on regarde les États qui ont fait la différence, on s'aperçoit que quelques dizaines de milliers de voix au Wisconsin, dans le Michigan, en Pennsylvanie, en Géorgie, dans l'Arizona, dans le Nevada, quelques dizaines de milliers de voix dans ces différents États auraient fait basculer le résultat. Donc, il est évident que si les informations que l'on a apprises après l'élection avaient été connues, avérées, affirmées, confirmées avant le scrutin, Joe Biden n'aurait jamais été élu. Ça, c'est pratiquement une certitude que l'on a aujourd'hui, oui. Et est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux rebondissements, là, justement, cette année d'élection à nouveau? Est-ce que Joe Biden pourrait éventuellement être éclaboussé par les affaires de son fils d'ici... Ah, vous avez désormais une enquête officielle, hein. C'est-à-dire que les enquêtes menées par les différentes commissions parlementaires, les commissions de la Chambre, vous avez la commission judiciaire, vous avez la commission de surveillance, vous avez la commission qu'on appelle des faits et moyens, the Ways and Means Committee, qui sont supposés vérifier l'allocation de certains nombres de fonds. Vous avez ces trois commissions de la Chambre. La Chambre est contrôlée par les Républicains. Ces trois commissions mènent une enquête depuis un certain temps et la Chambre a voté au mois de décembre l'ouverture d'une enquête officielle en vue de la destitution de Joe Biden, de son impeachment, comme on dit en anglais, de son empêchement. Je rappelle que Donald Trump a fait l'objet de 2 enquêtes, de 2 accusations d'empêchement qui à chaque fois ont été votées par la Chambre, mais jamais confirmées par le Sénat. Donc elles ne sont pas arrivées à terme, mais il y a quand même eu ces votes. Et bien là, on est dans la situation inverse où ce sont les Républicains qui ont voté pour ouvrir une enquête. Pour l'instant, ils le font dans l'ordre du process, c'est-à-dire qu'ils ont pour l'instant simplement ouvert une enquête en vue de la possible destitution de Joe Biden. Cette enquête n'est pas terminée. Vous avez des audiences devant ces différentes commissions pratiquement toutes les semaines. D'ailleurs, Hunter Biden lui-même devrait être appelé à témoigner début mars. Et je pense qu'à l'issue, James Biden, le frère du président, devrait témoigner la semaine prochaine. Tony Bobulinski, l'un des partenaires que j'évoquais un petit peu plus tôt, a déjà témoigné cette semaine. Et à l'issue de ces différents témoignages, et lorsque l'ensemble du dossier aura été réuni, eh bien, la Chambre des représentants pourrait voter la destitution de Joe Biden. Il suffit d'une majorité simple
pour que ce vote passe. Et les Républicains ont actuellement cette majorité. Donc si le parti vote en bloc sans aucune défection, le président Joe Biden sera empêché, destitué par la Chambre des représentants, ce qui mènera à son procès devant le Sénat et donc à l'étalage de tous les éléments qui sont contenus dans mon livre, parce que le cœur des motifs d'inculpation de Joe Biden, c'est ce que je raconte. Ce sont les affaires de corruption, c'est l'implication dans les affaires de son fils, ce sont les cas d'obstruction de justice, ce sont les cas de parjure, etc., etc. Donc, cette affaire, elle pourrait refaire surface de manière monumentale pour moi au cœur du printemps si les Républicains décident de voter cette fameuse destitution. Maintenant, chacun sait à l'avance que cette destitution, elle n'ira pas à son terme. C'est-à-dire que pour que la destitution soit confirmée par le Sénat, il faut un vote à la majorité des 2/3 des sénateurs. Or, le Sénat, actuellement, il est divisé entre 50 sièges républicains et 50 sièges démocrates. Et il est inconcevable que la moitié des démocrates se rallient au camp républicain pour voter la destitution du président. Ils voteront selon leur ligne idéologique, indépendamment des faits qui pourront leur être présentés. Et pour moi, il n'est absolument pas possible, envisageable, que la destitution, si elle était votée par la Chambre, soit confirmée par le Sénat. À partir de là, vous avez un certain nombre d'élus républicains qui disent « Pourquoi voter pour une procédure dont on sait qu'elle ne pourra pas aller à son terme ?» Et donc, il n'est pas acquis aujourd'hui qu'en dépit de tout ce que l'on sait, et qu'en dépit de toutes ces enquêtes, eh bien, le président soit effectivement mis en accusation pour répondre de tous ces faits. Bien entendu, moi je souhaiterais qu'il le soit, c'est une évidence, et je pense que politiquement, les Républicains auraient tout intérêt à le faire, parce que ils ont dépensé des millions de dollars, des millions d'heures d'écoute et des millions d'heures de travail pour accumuler un certain nombre de faits. Il serait pour moi totalement contre-productif qu'au dernier moment, ils renoncent à les utiliser. D'autant que le système mis en place par Joe Biden, pour moi, il constitue véritablement le venin de la politique américaine. Joe Biden a mis à l'extrême ce que beaucoup de politiciens font ailleurs. Et c'est aussi pour ça que ces politiciens le protègent. Hillary Clinton a fonctionné un petit peu de la même façon. La fondation Clinton, sans le fait que Hillary est secrétaire d'État, elle n'aurait jamais reçu les milliards de dollars de donations dont elle a pu bénéficier. Vous avez énormément de politiciens aux États-Unis. Madame Nancy Pelosi, qui était la présidente, la speaker de la Chambre des représentants, elle est elle aussi à la Chambre depuis plusieurs décennies, et sa famille s'est considérablement enrichie tout au long de ces années. C'est jamais elle, c'est son mari, Paul Pelosi. Mais Paul Pelosi, il avait le don d'acheter des actions avant qu'elles montent et de les vendre avant qu'elles descendent. Pourquoi? Parce qu'il était informé de différentes positions du Congrès, de différentes lois qui allaient favoriser telle entreprise et défavoriser telle autre. Comme par hasard, il faisait des investissements parfaits. C'est pas totalement illégal, mais c'est complètement immoral. Et donc, derrière Joe Biden, vous avez tout un système qui est mis en place et qui, évidemment, se protège. C'est ce système, d'ailleurs, au passage, que Donald Trump voudrait abattre. Et c'est aussi pour ça que vous avez cette collusion du monde politique contre Donald Trump. Parce que Donald Trump n'est pas du sérail. Il n'a pas fait fortune grâce à la politique. Il a fait fortune ailleurs et il s'intéresse à la politique après avoir fait fortune. Et il n'a de compte à rendre à personne. Donc il menace tout le monde. Donc pour répondre à votre question de manière plus brève, oui, à très très brève échéance, Joe Biden pourrait être confronté aux agissements de son fils et à l'implication qu'il a pu avoir dans ces agissements. Et pour moi, je dirais, la corruption du système, elle est évidente. Et elle est évidente concernant Hunter Biden. Et l'implication de Joe Biden dans ce système, elle est également évidente, même s'il ne s'est pas enrichi à des mille et des cents, il a néanmoins bénéficié des activités de son fils et surtout, il les a couverts. Et c'est à ce titre-là qu'il est impliqué dans ces affaires et que pour moi, il devrait y avoir des sanctions. Donc j'espère que
les républicains vont aller jusqu'au bout de leur démarche, auquel cas Joe Biden aurait à répondre dans le cadre de la campagne présidentielle qui commence, puisqu'il est candidat et qu'il va être a priori, si sa santé le lui permet, le candidat du Parti démocrate, voilà, il pourrait être inquiété sur un autre front. Alors, vous parliez de la santé de Joe Biden, vous l'évoquez aussi un petit peu dans votre livre. Donc, il y a des interrogations qui émergent sur l'acuité intellectuelle et physique de Joe Biden, qui est âgé de 81 ans et qui multiplie les gaffes, notamment ces derniers temps. D'ailleurs, on a un rapport publié le 8 février par le procureur spécial Robert Hur. Alors, lui qui enquêtait sur des accusations de mauvaise gestion de documents classés confidentiels après le départ de Joe Biden de la vice-présidence. Donc ce procureur, dans son rapport tout récent, là, explique que Joe Biden est un homme âgé avec une mauvaise mémoire, en expliquant qu'il ne se souvenait d'ailleurs plus exactement de cette période pendant laquelle il avait été vice-président, ni de la date du décès de son fils Beau Biden. Oui. Est-ce que ces interrogations sur les capacités mentales de Joe Biden sont fondées selon vous? Est-ce qu'il est apte à briguer un second mandat? Ça, ce serait un médecin de le dire, mais les interrogations sont fondées, bien sûr, bien sûr. Ce qui se passe ici, ce ne sont plus des gaffes. Ce ne sont plus des gaffes. Un lapsus, ça peut arriver. Mais là, Biden a des trous de mémoire. Il a des trous de mémoire et il perd parfois ce que les médecins appellent la mémoire immédiate pour se reprojeter des décennies en arrière. Parce que récemment, lorsqu'il a fait plusieurs, comment dirais-je, déclarations, il a confondu Macron avec Mitterrand. Emmanuel Macron, président français, avec François Mitterrand. François Mitterrand a été président de la République française de 81 à 95, de mémoire. C'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Et pratiquement au même jour, Biden a confondu Angela Merkel avec Helmut Kohl. Helmut Kohl a été chancelier allemand de 82 à 98, exactement dans les mêmes années. Donc vous avez Joe Biden qui est en train de se projeter dans les années 80-90. Et il a été incapable de dire pendant quelle année il avait été vice-président. C'est quand même monumental. Est-ce que votre vice-présidence s'est arrêtée en 2013 ou en 2017? Il ne savait pas. Donc là, on n'est plus dans le contexte de gaffe. On est devant une personne qui est en phase avancée de sénilité, c'est aussi bête que ça. Et les capacités cognitives sont manifestement à la fois réduites et je dirais se réduisent un petit peu plus tous les jours. Donc c'est tout d'ailleurs comment dirais-je, pas l'intérêt, mais la préoccupation qui est sortie de ce fameux rapport de ce procureur Robert Hur. Parce que imaginez qu'on est à la tête des États-Unis à un moment aussi dangereux qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe au Proche-Orient, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, compte tenu de ce qui se passe entre la Chine et Taïwan et dans différents autres endroits du monde, que l'on est à la tête des États-Unis, une personne qui n'est pas en mesure d'assumer sa fonction, c'est extrêmement grave. Et donc là, la logique du rapport Hur serait que les démocrates invoquent le 25e amendement. Il existe un amendement à la Constitution qui autorise le président à être retiré de sa fonction s'il n'a pas les capacités intellectuelles à le faire. C'est un amendement qui est invoqué non pas en permanence, mais dès par exemple que le président a une opération chirurgicale qui justifie une anesthésie générale, on invoque le 25e amendement pour quelques heures, pour les heures de son opération. Et pendant ces quelques heures, c'est le vice-président qui devient président. C'est déjà arrivé. Maintenant, vous pouvez invoquer, je dirais, une défaillance totale, auquel cas Biden devrait se retirer, et c'est Kamala Harris qui deviendrait présidente, qui devrait nommer un nouveau vice-président, et qui pourrait, le cas échéant, être candidate dès lors à sa propre réélection au mois de novembre. Bien évidemment, les démocrates ne veulent pas en venir là, pour tout un tas de raisons. Pour l'instant, ils continuent de faire confiance à Joe Biden et ils continuent de faire corps derrière lui. Maintenant, des voix dissidentes commencent à émerger. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de sondages donnent Biden perdant en novembre. Et donc, pourquoi miser sur un cheval perdant si en plus il est défaillant et qu'on a des raisons de s'en débarrasser? Cette affaire n'est pas encore terminée. Dans le processus des primaires, c'est actuellement Joe Biden qui mène très largement pour emporter la nomination de son parti, mais dans le contexte actuel,
avec ce qui pèse sur lui de par les affaires dont je parle dans mon livre, de par son état de santé et le fait que personne n'est à l'abri d'un accident quel qu'il soit, cérébral ou autre, il pourrait y avoir des surprises et des surprises monumentales d'ici la fin de la campagne. Et quel regard est-ce que vous portez sur le bilan de Joe Biden au terme de son premier mandat? Est-ce que ce bilan est suffisamment bon pour lui permettre de remporter l'élection ou permettre à un autre candidat démocrate éventuel de remporter l'élection face à Trump? Si ce bilan était bon, Biden ne serait pas le président le plus impopulaire de l'histoire et il n'aurait pas les 4 ou 5 points de retard qu'il accuse aujourd'hui derrière Donald Trump. Donc, si vous êtes démocrate, vous pensez sans doute que Joe Biden a fait un bon travail parce qu'il a mis en avant le programme de l'aile la plus radicale du Parti démocrate et un programme qui se résume dans ce que les Américains appellent en anglais le Green New Deal. Les démocrates sont convaincus que le réchauffement climatique est une raison suffisante pour révolutionner le mode de vie américain et abandonner un certain nombre de sources d'énergie, en particulier les énergies fossiles, pour se mettre aux renouvelables et au tout électrique. C'est un programme auquel le pays n'est pas prêt, sociologiquement, intellectuellement parlant, et c'est un programme qui pénalise considérablement les États-Unis parce que les États-Unis sont un détenteur de ressources énergétiques absolument considérables. Il y a aux États-Unis plus de gaz naturel, plus de gaz de schiste, plus de pétrole que les États-Unis en ont besoin pour 1 ou 2 siècles à venir. Et si ces sources étaient exploitées, les États-Unis redeviendraient ce qu'ils étaient sous Donald Trump, le premier producteur, le premier exportateur d'énergie fossile au monde. Biden, pour des raisons purement idéologiques, a décidé de tourner le dos aux énergies fossiles et cela a eu un impact considérable sur le niveau de vie des États-Unis, notamment, je dirais, en matière de coût de l'énergie et même de disposition de l'énergie. Donc non, pour moi, le bilan de Joe Biden n'est pas bon du tout. On a à la fois une inflation de l'énergie, une inflation des produits de consommation de base. Vous avez une crise de la criminalité, parce que souvenez-vous, en 2020, il y a également eu l'épisode George Floyd. L'épisode George Floyd qui a débouché sur le slogan « définancer la police ». Il ne fallait plus financer les commissariats de police et les forces de police, c'était les forces de police qui étaient responsables de la criminalité. C'était pas les criminels qui étaient des criminels, c'était les policiers qui engendraient des criminels. Ce slogan a débouché sur des politiques qui ont des conséquences absolument dramatiques aujourd'hui, aussi bien sur la petite criminalité que sur la grande criminalité. À Washington, capitale des États-Unis, vous avez quotidiennement ce qu'on appelle des carjacking. Alors, je sais pas comment on dit ça en français, excusez-moi, mais ça consiste pour un criminel d'agresser un chauffeur quand il est au volant de sa voiture. Vous ouvrez la portière, vous le sortez du siège et vous partez avec son véhicule. Et ça se passe de manière assez brutale. Et en général, c'est les femmes qui en sont victimes parce qu'elles sont beaucoup moins capables de se défendre que les hommes. Ça se produit à Washington, la capitale des États-Unis, à 2 pas de la Maison-Blanche. Vous avez une explosion du nombre des meurtres et des épisodes de fusillade, notamment dans un certain nombre de grandes villes et dans les quartiers noirs de ces grandes villes. Donc, du point de vue de la criminalité, les États-Unis vivent un moment très très difficile. Pas plus tard que la semaine dernière, et la vidéo a été virale, comme on dit, sur les réseaux sociaux, en plein Times Square, à New York, un policier a été agressé par des migrants clandestins qui ont été filmés. Certains ont été interpellés et immédiatement relâchés. Parce que la ville de New York et l'État de New York ne poursuit plus les petits criminels. C'était pas assez grave pour justifier qu'ils soient mis en garde à vue et gardés, alors qu'ils avaient été filmés en train d'agresser un policier. Et aujourd'hui, la justice dans certains États américains est du côté des criminels et contre les forces de police. Et ça, ce sont des politiques démocrates justifiées par une idéologie qui veut que ce soit comme on dit en français, en France on a la même, quand Mélenchon vous dit la police tue, c'est exactement le même mode de pensée.
Donc ça se déroule aux États-Unis et c'est, je dirais, approuvé par la politique démocrate actuellement au pouvoir. Vous avez une crise migratoire dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, sans précédent. Parce que Joe Biden et les démocrates, qui considèrent que les frontières sont des barrières entre les peuples, ont décidé d'abolir la frontière sud des États-Unis et que des millions, peut-être même plus d'une dizaine de millions de clandestins sont rentrés sur le territoire américain depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Donc non, le bilan de Joe Biden, il n'est pas bon du tout, il est même pour moi très mauvais, et c'est son principal boulet. Et c'est ce qui fait que Trump reste compétitif au niveau de la présidentielle, en dépit de ses déboires judiciaires, parce que justement les Américains se souviennent que malgré tout, quand il était président, la vie était moins chère, ils étaient plus riches, il n'y avait pas de problème d'immigration et la criminalité était un petit peu moins pire qu'elle est aujourd'hui. Donc pour moi, si Biden se présente sur son bilan, il va à la catastrophe. Ce bilan, il est indéfendable, sauf auprès de l'aile la plus radicale du Parti démocrate qui croit en ce Green New Deal, qui croit en ce slogan « la police tue », etc., etc. Vous avez parlé du marathon judiciaire auquel fait face Donald Trump. D'ailleurs, il a été déjà condamné 2 fois cette année et il s'est vu notamment infliger une amende record de plus de 350 millions de dollars dans une affaire où il était accusé d'avoir surévalué les actifs de son empire immobilier. Il doit encore comparaître plusieurs fois cette année, notamment dans le cadre du fameux procès fédéral où il est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Quel regard vous portez sur ce marathon judiciaire auquel il est confronté? Est-ce que cette avalanche de procès pourrait quand même éventuellement lui coûter l'élection? Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est le but. À l'évidence, vous avez un certain nombre de personnes qui considèrent qu'il ne faut pas que Trump soit candidat en novembre 2024. C'est prendre un risque, parce que les électeurs américains seraient suffisamment bêtes peut-être pour l'élire. Et donc ça, c'est une possibilité trop dangereuse qu'il faut empêcher. Et donc, vous avez un certain nombre de gens qui sont tous des démocrates convaincus, partisans, qui ont décidé d'utiliser la justice pour empêcher Trump d'être candidat. Et puis, s'ils ne parviennent pas à l'empêcher d'être candidat, ils veulent l'empêcher de faire campagne et ils veulent lui faire mal là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Donald Trump est relativement riche, hein, il est estimé à 2,5 ou 3 ou 4 milliards de dollars en termes de sa fortune, donc il a de l'argent, mais l'argent est très important pour lui. Il s'est toujours présenté comme un homme d'affaires qui avait très très bien réussi, et donc là, ils veulent le faire payer et peindre de lui l'image d'un homme d'affaires qui a fait fortune parce qu'il a fraudé. Hein. C'est le cas des poursuites dont il a fait l'objet à New York. Au passage, ces poursuites sont totalement injustifiées parce que dans l'affaire qu'on lui reproche, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de détournement de fonds, il n'y a pas d'abus de pouvoir. Vous avez une pratique qui consiste à gonfler la valeur de vos actifs pour obtenir des prêts plus favorables que tout le monde, absolument tout le monde, surtout dans le monde de l'immobilier, pratique à New York et ailleurs. Sachant que les banques, une fois qu'on leur remet ces différents rapports, elles font leur propre enquête pour s'assurer que les rapports sont valables. Et en général, les prêts sont accordés et Donald Trump a toujours remboursé tous ses prêts, donc il n'y a aucun délit réel. Par contre, c'est une loi qui existe à New York, c'est un statut qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent en 70 ans d'existence. Donald Trump est la seule victime et la seule cible de ce statut, qui ne date pas d'hier, mais qui date d'un certain temps. Au passage, d'accord? Et donc, non seulement vous avez une attaque qui est injustifiée, mais vous avez surtout une amende qui est invraisemblablement élevée. 355 millions. Et quelques jours plus tôt, Donald Trump a été condamné à une amende de 83 millions pour des propos diffamants contre une personne. Donc, la faute et la sanction sont disproportionnées dans les deux cas. C'est pas du tout un hasard. C'est délibéré. Parce que cet argent, si ces condamnations sont confirmées, pour l'instant les deux sont en appel et pourraient être invalidées aussi, néanmoins ça demandera beaucoup d'argent.
de payer ses amendes s'il doit un jour les payer. Et donc, il doit mettre de côté du cash à un moment où ce cash, il devrait plutôt l'utiliser pour sa campagne. Ça va le pénaliser. Et le temps qu'il passe devant les tribunaux, le temps qu'il fasse devant les juges, le temps qu'il passe à New York ou ailleurs, c'est autant de temps qu'il ne peut pas passer à faire campagne, à prononcer des discours, à lever des fonds pour sa candidature. Donc, ça le pénalise. Et inévitablement, je dirais que une partie de l'objectif est là. Le pénaliser pendant la campagne et parvenir à le déstabiliser, voire à lui interdire d'être candidat, ça, ce serait, je dirais, l'objectif ultime. Là, ils auraient véritablement gagné. Pour moi, ils n'y parviendront pas, mais ça fait partie des objectifs. Par contre, ça n'a pour l'instant absolument aucun impact sur sa popularité. Au contraire, ça solidifie sa base, qui voit en Donald Trump quelqu'un qui est persécuté, qui est harcelé par le système. Moi, je parle à des gens régulièrement, qui me disent « mais c'est incroyable ce qu'il est capable d'endurer. Jusqu'où ils vont aller? Pourquoi est-ce qu'ils continuent ?» Je veux dire, si j'étais lui, il y a longtemps que j'aurais abandonné, parce que le prix qu'il paye pour la politique qu'il mène, aucun autre homme politique aux États-Unis n'a jamais eu un tel prix à payer, sauf le sacrifice de sa vie quand vous êtes assassiné, etc. Mais aucun acteur politique n'a été harcelé comme Trump l'est depuis qu'il s'est lancé en politique en 2015. Et je dirais, aucun homme politique n'a tenu aussi longtemps face à ces harcèlements. Et Trump est le type de personne, il est très confrontationnel. Hein, c'est un puncher. Donc vous l'attaquez, il va répondre. Et je dirais que d'une certaine façon, ces attaques, pour l'instant, il a réussi à faire qu'elles lui soient plus bénéfiques sur le plan électoral ou sur le plan de sa popularité qu'autre chose. Parce que dans les sondages, on constate que ça n'a absolument aucun impact. Au contraire, il y a un an, en 2023, lorsqu'il a, juste après les élections intermédiaires de 2022, Donald Trump a indiqué qu'il serait sans doute candidat en 2024. Et il a reçu une réponse très tiède. Tout le parti n'était pas d'accord. On considère que aux élections intermédiaires de 2022, les candidats soutenus par Donald Trump n'ont pas fait aussi bien que prévu. Le Parti démocrate a fait beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Certains ont blâmé Trump pour ce demi-échec républicain. Donc quand Trump s'est déclaré candidat, il n'a pas eu que des approbations. Un certain nombre de personnes au sein du camp républicain, des gens qui étaient déjà ses adversaires et puis d'autres qui se posaient des questions, se sont dit non, il faudrait plutôt qu'il passe la main parce que il nous dessert plutôt qu'autre chose. Et puis à partir du printemps et du moment où ces différentes affaires ont été montées contre lui, on s'est aperçu que plus il y avait de chefs d'accusation, plus il montait dans les sondages. Et donc pour l'instant, ces condamnations, parce que là il y en a déjà eu 2, comme vous l'avez dit, en appel, mais il y a quand même eu 2, n'ont pas eu d'impact sur sa popularité. Je rappelle que la Constitution des États-Unis n'interdit pas à quelqu'un qui a fait l'objet d'une condamnation d'être candidat. On a même dans l'histoire des cas d'un candidat qui avait fait campagne alors qu'il était en prison. C'était un socialiste en 1920, Eugene V. Debs. Mais peu importe. Toujours est-il que le fait que Donald Trump fasse l'objet de poursuites ne va pas invalider automatiquement sa candidature, même s'il était condamné. Par contre, il est évident qu'une condamnation confirmée inviterait un certain nombre de gens à se poser des questions, y compris les dirigeants du Parti républicain, et à se dire c'est peut-être pas l'homme de la situation après tout. Il pourrait céder à un certain nombre de pressions. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Côté démocrate, Biden est pratiquement seul candidat. Il a eu 2 petits défis de gens qui sont passés totalement inaperçus. Et pareil, il a remporté toutes les primaires. Donc dans le cadre du processus des primaires, les candidats en novembre sont connus. Biden pour les démocrates, Trump pour les républicains. Par contre, il y a des événements extracurriculaires, d'une certaine façon, la santé de Biden, les poursuites contre corruption, les poursuites judiciaires engagées contre Trump, qui pourraient venir et interférer avec ce processus, de sorte qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr si on aura Trump
contre Biden en novembre. Pour moi, on aura Trump, je suis pas sûr qu'on ait Biden. On verra. Hein. Qui vivra, verra, faut attendre. Alors, vous vous rappelez aussi dans votre livre que si l'élection de 2020 a été présentée comme la plus sécurisée de l'histoire américaine, elle est pourtant la plus controversée et la plus contestée de l'histoire des États-Unis. Et est-ce que l'élection de 2024 pourrait être aussi controversée que celle de 2020? Alors le problème de 2020, c'était évidemment le vote par correspondance, et qui avait été précipité par la pandémie de Covid. C'est-à-dire que, au nom de cette pandémie et au nom du fait qu'il fallait pas que des gens se retrouvent dans un espace clos au cas où le virus se diffuse, on favorise le vote par correspondance. Je rappelle que le vote par correspondance est interdit en France, depuis 1975, parce qu'on considère qu'il facilite les fraudes. Et ce vote par correspondance en 2020 a donné lieu, je le disais tout à l'heure, à la plus forte participation de l'histoire des États-Unis. Hein. Il y a pratiquement 20 millions de plus, de suffrages exprimés en plus en 2020 par rapport à 2016. 20 millions, c'est énorme. Ça ne s'est jamais produit. Certains vous diront que tous ces bulletins étaient parfaitement légitimes. J'en doute très sérieusement, personnellement. On sait que, d'ailleurs certains Américains l'ont même admis, quand vous déménagez, vous pouvez très bien vous inscrire dans un nouveau bulletin, dans une nouvelle circonscription, sans que l'ancienne circonscription ait été informée de votre déménagement. Et du coup, vous recevez 2 bulletins de vote. Et vous pouvez voter 2 fois. C'est strictement illégal, mais c'est très très difficile à repérer. D'accord? Donc, vous avez ce type de choses qui a pu se produire. On sait que dans un certain nombre d'États, d'ailleurs, notamment la Pennsylvanie, les autorités ont refusé de mettre à jour les listes électorales. Or, elles doivent être mises à jour pour tenir compte des potentiels décès. Donc, il est évident qu'il y a eu des irrégularités, et ça, ce ne sont que 1 ou 2 exemples. Qu'ils aient inversé le résultat ou pas, c'est une autre question. Mais il y a eu des irrégularités, et elles ont été facilitées par le vote par correspondance. Dans la plupart des États aujourd'hui, ce vote par correspondance sera beaucoup mieux contrôlé, parce que, il ne sera pas justifié. Et donc, il y a un certain nombre d'États qui ont interdit que l'on expédie des bulletins de vote à tout le monde en espérant qu'ils les renvoient. Par contre, vous avez d'autres États, la Californie notamment, qui n'ont pas du tout changé leur façon de procéder et qui continuent à envoyer des bulletins et envoyer des gens récupérer ces bulletins avec tout le potentiel de fraude que cela représente. Donc, techniquement, les conditions sont plus favorables à une élection, je dirais, plus rigoureuse. Néanmoins, aux États-Unis comme ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, le plus important, c'est pas forcément qui vote, mais c'est qui compte les votes. Et donc, je suis persuadé qu'il y aura encore des controverses. Et si on se retrouve dans une situation où, au soir du scrutin, la nuit du mardi au mercredi, eh bien, en plein dépouillement, on décide, on fait une pause, on arrête, on coupe tout, on éteint les lumières, on reprend demain matin, et demain matin, vous n'aurez pas le résultat, et on va attendre que des bulletins par correspondance nous parviennent. Si le résultat n'est pas connu dans la foulée du vote, vous aurez à nouveau des controverses majeures. Les républicains sont supposés avoir, je dirais, retenu les leçons de 2020 et fait en sorte que des dispositions soient prises pour garantir, je dirais, un processus de vote et de dépouillement qui soit plus rigoureux. Mais je suis convaincu qu'il y aura encore des controverses. Et peut-être pour conclure, quels sont les enjeux de cette élection présidentielle américaine pour l'Europe et notamment peut-être plus particulièrement pour le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Ils sont quand même majeurs parce que ce qui se passe là, les États-Unis de Joe Biden sont un pays qui ils ne savent pas trop sur quelle chaise ils sont assis. Ils sont la première puissance du monde. L'OTAN sans les États-Unis, il est évident que ça n'existerait pas. Et néanmoins, ils ne veulent pas mener. Ils ne veulent pas être le pays dirigeant. Ils ne veulent pas imposer leur politique.
Ils sont convaincus que si vous multipliez les gestes de bonne volonté vis-à-vis de vos adversaires, ces adversaires étant magnanimes en tiendront compte, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous avez une politique qui est idéaliste bien plus qu'elle n'est réaliste. Si Donald Trump est élu, tout cela va cesser. Donald Trump est un homme qui va, je dirais, mettre les intérêts de l'Amérique d'abord, mais qui a également conscience des responsabilités de l'Amérique. Et la première chose, à mon avis, que Donald Trump fera lorsqu'il sera élu président, c'est de mettre en place une solution au conflit ukrainien. Et une solution qui, je dirais, tienne compte des intérêts et des velléités des deux camps. Et je pense que la plus grande différence qu'il y aura avec l'administration Biden actuelle, c'est que Donald Trump se montrera plus à l'écoute et plus réceptif des griefs mis en avant par Vladimir Poutine que son opposant. Et qu'il sera en même temps beaucoup plus exigeant que l'est l'administration Biden vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Donc de ce point de vue-là et du point de vue du conflit, je pense que l'élection de Donald Trump rebattra considérablement les cartes et qu'il aura la volonté de mettre un terme à un conflit qu'il juge, lui, totalement inutile et non seulement improductif, mais totalement tragique et avec un coût humain beaucoup trop important. Le deuxième élément qui aura une conséquence considérable aussi, c'est que Donald Trump relancera la production d'énergie fossile aux États-Unis. Ça, c'est acquis, ce sera la première chose qu'il fera. Et donc, vous aurez une géopolitique de l'énergie qui sera à nouveau transformée, avec à nouveau une énergie beaucoup plus disponible, nettement meilleur marché, et bien évidemment, la première chose que Donald Trump voudra faire, c'est vendre cette énergie aux Européens. N'oublions pas malgré tout que l'Allemagne, qui était grande consommatrice d'énergie en Europe, s'était totalement mise dans les mains de la Russie à travers ce pipeline et tout ça. Aujourd'hui, les Allemands se mordent un petit peu les doigts de cette politique, ce d'ailleurs contre quoi Donald Trump les avait mis en garde quand il était président, ce qui avait valu à certains Allemands à l'époque de lui rire au nez. Ben, il rit beaucoup moins aujourd'hui. Et donc Donald Trump va à nouveau transformer ce marché-là, ce qui aura une incidence inévitablement sur le marché de l'énergie et sur l'Europe qui est grande consommatrice d'énergie aujourd'hui. Donc on aura ces deux impacts immédiats qui seront ressentis ici. Si Biden est réélu, c'est plus de la même chose. Et à mon avis d'ailleurs, il y aura un impact immédiat extrêmement négatif parce que je pense que une élection de Joe Biden serait perçue comme la poursuite d'un certain nombre de conflits dans la mesure où les États-Unis se refusent à imposer aujourd'hui une solution, tout en se revendiquant le rôle du premier partenaire. Merci beaucoup pour votre éclairage, Gérald Olivier. C'est un plaisir, merci à vous.